Comment ça a failli tourner vinaigre avec Paul Olivier et David? Je vous l'explique tout de suite dans cette interview où j'ai eu le plaisir de passer, et vous allez avoir le plaisir de passer une petite demi-heure avec eux. Ce sont ni plus ni moins que les repreneurs d'une des plus vieilles vinaigreries françaises, vraiment un fleuron, l'entreprise Martin Pourret. Donc, on va parler de choses sérieuses, mais sans se prendre au sérieux. On y parle d'ACDC, on y parle de mentor, on y parle d'un tas de choses très intéressantes. Je vous invite à découvrir la vidéo. Si vous-même, vous avez une belle histoire d'entrepreneur à nous faire partager, je vous invite à prendre contact avec moi, Thierry @leader-stratégie avec un y.fr. Et puis, si vous souhaitez tout simplement recevoir chaque semaine dans votre boîte aux lettres du contenu inspirant, souvent en exclusivité gratuit, je vous rassure, tout simplement vous vous abonnez à la lettre privée du leader qui regroupe les rebelles ambitieux, responsables, actifs, entreprenants. Voilà, je vous dis à très bientôt. C'était Thierry de Leader Stratégie. J'aide les entrepreneurs à développer l'entreprise et les finances idéales. À très bientôt. Bonjour Paul Olivier, bonjour David. Bonjour. Ça me fait plaisir d'être parmi vous aujourd'hui. Et puis je pense à un certain nombre de chefs d'entreprise qui nous regardent et puis des gens qui aspirent à devenir chefs d'entreprise aussi potentiellement. Donc l'objectif, comme j'ai l'habitude de le faire, c'est que vous donniez un maximum de magie, que vous puissiez parler de votre métier, de comment vous en êtes arrivé là. Moi je parle souvent du côté obscur et comme vous avez eu l'occasion la dernière fois de nous raconter une très belle histoire, va falloir continuer à en envoyer parce que c'est ce qu'on veut entendre. Aujourd'hui on veut du rêve. Donc comment on fait du rêve avec du vinaigre puisque c'est un peu, si j'ai bien compris, votre quotidien. Donc ma première équipe, première question. Un flashback sur votre parcours, racontez-nous une belle histoire. Comment vous en êtes arrivé là? Tu veux commencer, David? Ouais. Bon, on s'est rencontrés il y a une dizaine d'années en deuxième partie de carrière en executive MBA à l'ESSEC, donc dans les années 2010. Et moi j'ai plus un parcours finance, opération, gestion. Et Paul Olivier a plus un parcours marketing et commercial. Et on s'est toujours dit durant cette année et demie qu'on devrait faire quelque chose ensemble parce qu'on est assez complémentaires. Et il y a 3 ans, on s'est retrouvés, un peu par hasard, un peu par volonté. Entre 2 avions, on s'est dit, il est temps, on a 40 ans, et il est temps de passer à ce qu'on s'était promis il y a quelques années. Et on s'est mis à chercher ce qu'on appelle une belle endormie. En fait, vous étiez donné rendez-vous dans 10 ans. Voilà. C'est presque on peut dire ça. On peut dire ça. Tout le monde ne comprendra pas, mais il y en a qui comprennent. Les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. C'est ça, vous ne connaissez pas. Tant mieux. D'accord. Par hasard, 3 ans. Et alors, Olivier, qu'est-ce que tu veux rajouter à ça? Non, pas grand-chose. Je pense que c'était le bon moment. C'est-à-dire qu'on arrivait tous les deux à un moment dans nos carrières où il était temps de passer du côté obscur, pour reprendre tes propos. On avait toujours évidemment l'énergie pour le faire et puis surtout la maturité et les compétences. David l'évoquait, on a un profil, ou en tout cas des profils qui sont assez complémentaires. Moi j'ai pu faire à peu près 10 ans dans l'agroalimentaire, dans des grands groupes, beaucoup en France, beaucoup à l'international. Donc on s'est dit qu'effectivement on allait capitaliser sur son expertise en termes de gestion, en termes d'opération et sur les miennes et mon réseau pour tout ce qui était développement marketing et développement commercial. Donc voilà, c'était le bon moment et avec les bonnes personnes. D'accord. Est-ce que tu parlais de tandem? Donc on a compris, David c'est la partie gestion, finance. Je ne dis pas de gros mots, ça va jusque-là. Gestion, finance et opération. Et opérationnel, tout ce qui est industriel. L'exploitation. L'exploitation, également, la production. Et toi, la partie marketing, tu as dit, commercial, on peut le dire aussi. D'accord, effectivement, ça fait partie des tandems qui fonctionnent. Ouais. Ouais, ça fonctionne et on a pu le tester dans le cadre de notre MBA parce que une association, ça a beaucoup d'avantages, c'est pas forcément toujours évident. On a eu des postes
de direction où on était relativement autonome. Si je prends mon cas, moi j'étais DG d'une filiale en Italie, j'avais l'habitude de décider seul. Aujourd'hui, les décisions ne se font plus seules. C'est un duo, c'est des décisions qui sont prises ensemble. Donc effectivement, le fait d'aller, d'être à deux, ça permet, je vais reprendre une vieille expression, mais ça permet d'aller peut-être moins vite, mais en tout cas ça permet d'aller beaucoup plus loin. Et c'est le choix qu'on a fait avec David. Oui, et puis je pense qu'indépendamment de ça, il y a aussi une sorte de personnalité, indépendamment des compétences, qui font que, effectivement, toi, avec ta capacité, je dirais, à être plus en train, plus en avant, et puis moi, avec plus un aspect introspectif qui nous permet justement d'analyser un petit peu différemment les choses, ça nous permet de mitiguer un petit peu nos risques et d'y aller plus sereinement, puisque quand on a un consensus tous les deux, je pense que c'est la bonne alchimie en tout cas. Bon, ça commence en tout cas. D'accord. Et un truc là, qui n'était pas prévu, là, c'est un scoop, les gars, ils ne sont pas préparés. Il y a très longtemps, il y a des années, je m'étais posé la question d'acheter et j'ai dit, mais il n'existe pas un mythique de la création ou de la reprise d'entreprise. Et sans dévoiler de secret, comment vous êtes tombé sur tiens, une affaire comme ça se trouve comment? Pour ceux qui ne trouvent pas, ça se cherche d'abord. Voilà, d'accord. C'est quelque chose qui est un travail de longue haleine. On a eu l'opportunité dans différentes structures qui sont venues à nous à un moment où on ne s'y attendait pas forcément. Et puis, ce n'est pas des choses qui sont concrétisées. Et du coup, on a décidé, pour avoir quelque chose d'intéressant, il y a des sites comme Fusac, un certain nombre de choses, mais il faut reconnaître que les entreprises qui sont dedans, en général, ne sont pas toujours, je dirais, les plus belles et les plus attrayantes. Et souvent, les entreprises sont sur le marché un peu gris. Et du coup, on a fait la démarche complètement inverse. On a dit quelles entreprises ne sont pas à vendre, mais correspondent à nos envies. Et on a sollicité une chasseuse finalement d'entreprise, une mandataire, pour trouver la perle rare, pour chercher. D'accord. Combien de temps vous avez mis? On a été relativement rapide, et d'après ce qu'on a pu entendre et comprendre des gens qui sont, en tout cas qui ont eu la même démarche que nous, globalement on a mis une grosse année. Depuis le début de la recherche jusqu'à la signature du deal, ce qui est plutôt extrêmement rapide. Tout à fait. Mais encore une fois, pour rebondir sur ce que disait David, il n'y a pas de mythique pour ça. Alors, c'est pas que personne n'ait eu l'idée, mais que globalement, c'est beaucoup trop complexe pour pouvoir mettre ce genre d'outils en place. Et globalement, le succès est lié à la pugnacité que vous pouvez avoir par rapport à cette démarche. Il ne faut pas attendre, il faut aller chercher. Il faut avoir une démarche qui est extrêmement agressive. Et quand on vous dit non la première fois, il faut continuer à toquer à la porte. Si on ferme la porte, il va falloir entrer par la fenêtre. Ça a été le cas pour nous ici. La première réaction de l'ancien propriétaire, c'était non, je ne suis pas vendeur. Donc il a fallu le rencontrer, le convaincre, le séduire. La séduction est importante. On est sur une démarche qui est extrêmement émotionnelle. C'est super. Quand on revend sa société dans laquelle on a passé sa vie, et en ce qui nous concerne, pas seulement sa vie, mais où son nom apparaît et plusieurs générations ont contribué, donner ça, ou en tout cas vendre ça à un étranger, c'est pas un acte très rationnel. Donc il faut vraiment comprendre cette partie psychologique, et la séduction est aussi importante que de convaincre et de montrer les bons chiffres. Je pense que plus qu'une vente, c'est une transmission qui s'est réalisée. Et je pense que ce que dit Paul-Olivier est très vrai, c'est qu'on a dû convaincre, séduire, mais aussi séduire par nos profils, mais par aussi, je dirais, nos ambitions et ce qu'on voulait faire de la marque, plutôt que de la revendre à un grand groupe qui n'aurait pas potentiellement, je dirais, dénaturé, je dirais, l'essence même que M. Martin voulait en faire. Moi, ce que j'ai entendu, c'est émotion, pugnacité, contact donc répété,
Et en fait, bon, qui représente pas mal l'ECOM et l'Association des dirigeants commerciaux de France, entre autres, on parle de vente, on parle de difficultés à vendre, etc., de trouver des bons commerciaux, mais c'est-à-dire que même pour acheter, au final, il faut être tenace. Combien d'actes? Enfin, juste pour moi, pour mon idée, nous on dit souvent il faut entre 8 et 11 contacts avec un client qui ne vous connaît pas, qui n'est même pas client encore aujourd'hui, pour que potentiellement il devienne client. Donc là, dans l'acte d'achat, si vous êtes posé cette question-là, combien de fois vous avez eu de contact avant de réussir à séduire un gars qui, dans l'absolu, ne vendait pas? Ouais, je pense que. Alors là, on n'est pas tellement dans le nombre de contacts. Oui. Alors, on pourrait répondre, hein, je sais pas, on devait être 6-7 fois. fois. Ouais, quand même. Ce qui compte, c'est vraiment l'intensité. C'est-à-dire que c'était. On est en France, heureusement, donc ça peut encore se jouer au restaurant. Ouais. Et avec quelques bouteilles de très bon vin. Mais ce qui compte, c'est vraiment l'intensité qu'on va donner au moment. D'accord. Il faut prendre le temps de comprendre l'autre, d'échanger. On va aller bien au-delà du business. Ouais. David commençait à l'évoquer. C'est un partage de valeurs. Globalement, on va donner son bébé, ou en tout cas le vendre. Malheureusement, c'est le pas confier, un don. en tout cas, bien sûr. On va confier son nom, parce qu'encore une fois, il y a un élément qui est extrêmement important. C'est que la marque qui nous a été vendue contient le nom de son ancien propriétaire. Vous vendez une partie de vous. Ouais. Donc vous n'allez pas vendre une partie de vous à n'importe qui, et surtout à quelqu'un ou à un duo de personnes qui ne partagent pas les mêmes valeurs. Donc il y a un aspect psychologique qui est très important, de comprendre son interlocuteur, et puis au-delà de la vente, il faut être très sincère et authentique. Si nous, on n'avait pas non plus, si on n'avait pas été séduit par le personnage, on n'y serait pas allé non plus. D'accord. Bon, tout le monde y trouve son compte. On l'espère. On parle de nom, mais le succès, on parle de succès. C'est quoi le succès pour vous? Parce qu'il y en a beaucoup, moi, il y a ceux avec lesquels j'avance, on parle de succès. Chacun a sa définition du succès. Il y en a qui disent c'est l'argent. Le succès, c'est pas forcément ça. Moi, j'ai une petite phrase pour ça. Je dis c'est sacré, c'est de la santé, c'est éventuellement de l'argent, c'est des relations, c'est l'énergie aussi, par exemple. Mais pour vous, c'est quoi le succès? Alors moi J'ai pas dit que vous en aviez encore, hein, messieurs. Hein, non, mais concrètement, voilà, c'est loin de ça. Non, c'est une bonne question. Pour l'instant, j'ai toujours pas de réponse, et je pense que si... Alors, je vais parler très personnellement, parce que, comme tu le disais, on a tous une conception très différente du succès. Aujourd'hui, j'ai pas de réponse. Et c'est peut-être pour ça, entre autres, que je me suis lancé dans cette aventure. Alors oui, j'ai eu un petit succès professionnel en début de carrière, mais je pense qu'aujourd'hui, le succès que je recherche dans les 10 prochaines années n'est certainement pas le même que celui que je considérais être du succès il y a encore quelques mois. Et c'est aussi pour ça que je me suis lancé dans cette aventure. Je pense que c'est ce qu'on appelle la maturité, la crise de la quarantaine, la capacité à prendre un petit peu de recul. L'argent est évidemment important, mais ça n'est qu'un élément du succès. Aujourd'hui, moi, il y a quelque chose qui m'excite beaucoup. Pendant 20 ans, je me suis battu pour des marques qui n'étaient pas françaises. Je me suis battu à l'étranger pour des marques qui n'étaient pas françaises. Aujourd'hui, le fait de revenir en France, de partager une marque avec David et d'aller la défendre en France comme à l'étranger, ça m'excite. Et le fait de pouvoir planter un drapeau bleu, blanc, rouge aux 4 coins du monde avec Martin Pourret en dessous, pour moi, ça ce serait un des éléments du succès. Fierté, quoi. Absolument. Donc, fini l'expatriation, on retourne en France. Exactement. Ça marche. Et toi, David, succès, si tu voulais... Non, je pense que c'est très compliqué, effectivement, de définir Ouais, le succès. C'est vraiment ta définition, hein. Comme tu disais, très personnel. Ce qui est important, je pense, c'est un élément clé, c'est qu'aujourd'hui, on a plein de challenges. Je pense que le succès aussi vient avec les challenges, dans le sens où chaque fois que l'on réussit quelque chose, on en est encore plus fort et on est encore plus fier. Aujourd'hui, on a des gros challenges devant nous. Les succès, ils viennent ou pas, mais en tout cas, ce qui est important, c'est de les avoir. Et je pense qu'indépendamment du succès, c'est d'avoir des gros challenges et de pouvoir les adresser avec toute l'énergie que l'on peut avoir.
Ça, c'est plus d'un point de vue professionnel, et puis d'un point de vue personnel, c'est quand même un certain équilibre entre la vie perso et la vie professionnelle, où effectivement, on a quand même chacun des grandes réussites personnelles aussi, des familles à soutenir et qui nous soutiennent, et c'est important aussi d'avoir ça autour de nous. On va en parler un petit peu tout à l'heure de l'environnement, mais est-ce que vous avez des rituels, tiens, comme ça, des rituels, des trucs à vous qui vous donnent la pêche, par exemple? J'en connais quelques-uns, je ne vais pas vous les livrer, chacun a les siens, mais c'est quoi? Ça peut être rigolo des fois, ça peut être fun. Tu veux dire des trucs qu'on peut avouer devant la caméra? C'est toi, tu t'assumes après, hein. On ne coupera rien. On ne coupera rien. Écoute, non, moi j'ai pas de rituel particulier. Je vais pas faire rêver en disant que je vais faire un semi-marathon à 4h du matin avec la lampe, 4h du matin, enchaîné par 100 pompes et non. Je pense que le rituel qui pour moi est important, c'est quand on ouvre la porte du bureau. Tu parlais d'énergie tout à l'heure, c'est insuffler la bonne énergie. C'est faire en sorte que quand vous rentrez, quand les équipes sont déjà présentes, ça arrive, on n'arrive pas toujours avant l'ensemble des équipes, c'est leur adresser le bonjour qui va leur donner de l'énergie en se disant aujourd'hui il a la pêche et faire rayonner cette énergie pour que tout le monde soit tout de suite d'attaque et avec le bon état d'esprit. Ça, ce serait mon petit rituel. Ok. Du sport un peu quand même ou pas? Il paraît qu'il y a un succès pour l'énergie, enfin un secret, c'est sport, alimentation, sommeil. Basique, SAS. Vous êtes en SAS? Non, je sais pas. Je pense qu'on a tout faux. On est encore très micro-ondes sur l'alimentation pour l'instant parce qu'on a des nuits très courtes et le sport n'est pas encore là. Mais on va y travailler. Il faut. Il faut. Enfin, bon, bref, il paraît qu'on a des idées pendant certaines activités sportives, mais chacun son truc. David, rituel en se rasant, se lavant les dents. Voilà, c'est ça. Non, effectivement, c'est un peu pareil. Je suis pas quelqu'un avec des rituels, des habitudes. Oui, effectivement, on est quelqu'un au quotidien, on a certaines routines, je dirais d'un point de vue professionnel, mais globalement, non, je suis pas quelqu'un. Non, une routine pro même. Telle heure je fais ça, c'est là que j'appelle mes clients. Non, le seul truc que je pourrais dire, c'est que maintenant que je reprends ma voiture, je mets toujours à fond la radio et surtout certaines chansons qui me motivent le matin pour aller travailler. Ok. T'en as une à me donner, une chanson qui Oui, par exemple, quand je suis sur l'autoroute, AC/DC, Highway to Hell, par exemple. Par exemple. Très bien. Il y a Unstoppable là, que j'ai découvert. Unstoppable, absolument. Unstoppable, j'ai dit waouh, il y avait 2-3 mots d'anglais qui s'affichaient. Ah ouais, Unstoppable, c'est ce qu'il faut. C'est ça, ça donne la patate. Bien, super. L'environnement, une histoire, un peu, vous êtes issu de quoi qui vous aurait amené jusqu'à ce pari un peu fou. Alors vous aviez des boulots intéressants, vous vouliez peut-être revenir en France aussi, mais bon, comme il y a un certain confort, même s'il y a plein de challenges, et là vous en prenez un beaucoup plus costaud. Un environnement qui vous a amené à ça ou pas vraiment? L'environnement, alors déjà, David l'évoquait, c'est très juste. Lui comme moi avons la chance d'avoir des femmes compréhensives, officiellement. Bien sûr. En tout cas, non, mais qui sont fantastiques et qui ont été des moteurs dans ce changement. Tu l'évoquais, c'est pas facile de passer d'un job établi où tout se passe plutôt bien, où vous avez une rémunération qui est plutôt qui vous permet d'être à l'aise, on plaque tout, on achète une vinaigrerie à Orléans. C'est Orléans surtout quoi qui. Ouais, c'est surtout ça le pire, c'est ce que tu veux dire. On adore. À Orléans et remettre en cause un certain nombre de choses établies. Et de plonger dans le vide. Donc quand on a la chance d'avoir une femme qui dit écoute, pour l'instant tous les paris que tu as fait ont été gagnants, je te suis, si ça plante, écoute, c'est pas très grave, on recommencera. Donc voilà, ça vous permet quand même d'avoir une certaine sérénité, l'esprit plutôt tranquille pour vous dédier à fond à votre mission. Moi je pense qu'effectivement la famille c'est très important.
Moi après, je viens plus d'une famille d'entrepreneurs. Mon D'accord. père a pris une structure un peu plus tard que moi, et je pense que ce qui lui a manqué à un moment, c'est justement 10 ans pour monter encore plus haut et encore plus loin. Et je pense que c'est vrai que le fait d'avoir 40 ans, de réfléchir à son avenir et qu'est-ce qu'on peut faire, effectivement on avait des jobs confortables, on voyageait en business, on voyageait dans tout le monde, on cumulait les miles pour le faire courte, mais est-ce que c'était un sens Ouais, oui, maintenant c'est plus la business, c'est c'est ça. l'éco là. Et puis c'est plus des miles, c'est des smiles à la limite, mais pas des miles. J'y veille en tout cas. Et donc, je me suis dit, il me manque ces 10 années, et si je m'étais pris peut-être à 50 ans, j'aurais peut-être pas eu l'énergie, peut-être pas eu la volonté comme je l'ai aujourd'hui, et puis la pugnacité d'aller encore plus loin que tout ça. Et je pense que c'est très important aussi d'avoir eu l'expérience familiale autour de ça qui me permet de dire que je pense que c'était le bon moment. On avait effectivement l'âge, l'expérience, le réseau, un peu d'argent, et puis un soutien familial. Voilà. Okay. Et ça, c'était l'alchimie qui fait qu'aujourd'hui, on est relativement, paradoxalement, malgré l'investissement personnel et financier, serein quant à l'avenir de cette belle maison, parce qu'on y croit beaucoup. Bon, il y a intérêt. Pour avancer, est-ce qu'il y a des livres, des films, des podcasts que vous regardez, vous écoutez, regardez, et vous pouvez recommander? Parce que moi, je suis dans une commune, dans un environnement où finalement, je me rends compte qu'il n'y a pas tant d'entrepreneurs de 40 ans, 45 ans, même déjà 35, qui utilisent tous ces leviers. Alors que si je parle, tu parlais tout à l'heure des étrangers ou autres, États-Unis, Américains, etc., il y a quand même toute une culture autour de ça. J'ai l'impression que chez nous, c'est pas complètement encore utilisé. Tu parlais de voiture, mettre ACDC, super. Est-ce que tu mets autre chose dans tes oreilles qu'ACDC, par exemple, ou pas? Je vous écoute. Et on vous écoute. Alors moi mais ça doit être mon côté très, très français. Je suis pas très fan des recettes du succès à l'américaine où on va dans un temple écouter un mentor qui va nous dispenser les règles du succès. Moi les règles du succès, ou en tout cas je vais plutôt aller les chercher en termes d'inspiration et plutôt dans les parcours d'hommes qui ont pu, selon moi, avoir du succès. Des biographies c'est essentiellement des biographies. Moi, je suis un grand fan de Churchill, je suis un grand fan... Churchill, oui, bien sûr. Là, c'est il y a du parcours, là. Il y a du parcours, là. Et ce qui est fabuleux dans le parcours de ces types, c'est que rien n'a jamais été facile. C'est vrai. Même si eux, quand on gagne, on écrit l'histoire, mais quand d'autres écrivent votre histoire, on se rend compte que ça n'a pas toujours été simple, et que finalement le succès arrive après de nombreux échecs, et que la qualité de ces mecs-là, c'est qu'ils avaient au fond d'eux une petite voix qui disait « Mais attends, si, relève-toi, la prochaine fois ça va passer, tu vas y arriver. » La destination, elle est là-bas, tu en es convaincu. Et je pense que c'est ça qui est vraiment inspirant, plus que des méthodes qu'on va vous donner, qu'un gourou va vous donner en vous disant justement on en revient aux pompes, au semi-marathon, à une hygiène en termes, ou une organisation en termes de travail. Je ne dis pas que c'est mauvais. En tout cas, moi, c'est pas ce qui m'anime. Tu n'en as pas nécessairement besoin. Exactement. Tu te nourris en tout cas de biographies et d'exemples, en revanche, de vécu. Et ça t'inspire au quotidien. Effectivement, Winston Churchill, on voit le parcours. Il était écrivain, cet homme-là, sur le principe. Exactement. Il a rempli journaliste, plus de 50 ans sur même plus que ça. Sûr. Premier ministre, etc. Bien sûr. Un parcours de dingue, qu'il a amené d'Afrique du Sud, en Inde, un parcours d'officier dans la cavalerie. Voilà, des choses extraordinaires où il a fait preuve et de courage physique, mais aussi plus tard de courage politique. Donc voilà, ce sont des parcours très inspirants. Et en plus, lui disait pas de sport. Donc effectivement, et lui, il buvait du champagne pour sa baignoire à partir... Il avait un gros cigare, je crois. Exactement. Et pour lui, le plus grand luxe, c'est de pouvoir être sous à partir de 14h. D'accord. Il faisait la sieste. En revanche, lui, il faisait la sieste. J'ai le souvenir, il fallait pas le déranger pendant la sieste.
C'est ce qu'il disait à son assistante. Absolument. D'accord, donc tu as un petit rituel quand même, pas de sieste là messieurs, non pas encore, parce qu'après 40 ans... Oh, si, le samedi. Le samedi, d'accord. Et qu'est-ce que tu peux... Ah, moi je suis complètement différent, c'est-à-dire que moi je suis pas du tout dans la recherche effectivement de biographie, d'inspiration, Ouais. de ce type-là. Si je devais donner quelques films et quelques livres, enfin... Mais il y a en des tout cas, films inspirants bien sûr. mais même, en termes de livres, moi j'aime bien les livres un peu plus... bon, qui incitent à certaines réflexions. Moi j'aime beaucoup Stefan Zweig, D'accord. Joueur d'échecs. Ouais. C'est une espèce de huis clos sur ce paquebot, avec ces deux joueurs, D'accord. inconnu, l'autre inconnu, et qui ont des histoires vraiment très, très différentes. Et cette intrigue autour de ça, 24 heures de la vie d'une femme aussi, Ok. c'est vraiment des livres très inspirants. Puis après, dans les films, moi je suis plutôt effectivement un peu complètement un peu loufoque, type The Big Lebowski, Ouais. les frères Cohen, j'adore, je trouve ça... Et ça va changer là, en devenant chef d'entreprise, il va falloir d'autres choses. Ah non, c'était déjà le cas ou... je pense que c'est justement au contraire, je pense que c'est justement le petit côté un peu loufoque, le petit côté un petit Pour peu rire, quoi. décalé, ça fait du bien déjà, Ouais. et puis en plus, il faut pas trop se prendre trop au sérieux tout le temps, quoi. Ouais. Et je pense qu'indépendamment des responsabilités qu'on a, je pense qu'il faut rester aussi très basique, et un peu d'humour et un peu de détente, ça fait du bien aussi. Ok, ok. Et ça sera un peu le mot de la fin, sauf si vous voulez en rajouter. Tu parlais tout à l'heure quelque part est-ce que c'est des mentors? Est-ce que vous avez des mentors virtuels existants, ayant existé? Est-ce que c'est Churchill? Est-ce que c'est d'autres? On a souvent besoin de ça. Alors peut-être que vous pouvez vous mentorer tous les deux, mais des fois d'avoir un guide, quelqu'un... Est-ce que vous avez ça en stock? Voilà, ça va paraître éminemment arrogant de ma part. Vas-y, tu peux envoyer. Mais non, pour l'instant, D'accord. voilà, je ne l'ai pas trouvé. Je passe une annonce. Recherche Cherche mentor. Si le job vous intéresse, n'hésitez pas à m'appeler. D'accord. En même temps, sur le principe, tu n'as pas forcément besoin. Oui, c'est peut-être simplement parce que effectivement, j'en ressens pas le D'accord. besoin. Pour l'instant, j'ai l'énergie nécessaire pour me lever chaque matin avec l'énergie et l'ambition nécessaire. Je parle pas d'un coach qui vient vous dire les gars, faut se lever. Non, mais ouais, quelqu'un qui pourrait inspirer en disant ouais. on en entend beaucoup parler, alors moi dans des générations un peu plus jeunes, même s'il est décédé, Steve Jobs inspire, Elon Musk inspire. Alors souvent des Américains, ça m'ennuie d'ailleurs parce que je trouve pas toujours, je ne dois pas avoir les bonnes références, alors qu'il y a des gens plus un passé, je pense à des Eiffel peut être un grand Ouais. exemple, tu vois. Alors, je pourrais te répondre, mais alors légèrement différemment. Pour moi, ce serait plus quelqu'un qui peut, sur certains aspects de sa vie ou de sa réussite, voilà, que je pourrais saluer. Prenons l'exemple d'entrepreneurs français. Oui, vas-y. Voilà, je suis pas forcément complètement fan du personnage, Oui. mais là où je dis chapeau bas, c'est un Bernard Arnault, Ouais. voilà, qui aujourd'hui a su faire rayonner l'industrie du luxe Oui, à la française bien sûr. à travers le monde. Et je parle pas que de réussite financière, Bien sûr. mais arrive dans les personnages les plus incroyables économiquement du monde, le tout en faisant du beau produit qui fait rayonner un savoir-faire français, et pour ça je dis chapeau bas. Maintenant, est-ce que voilà, c'est la personne qui m'inspire? En tout cas, je dis bravo Pour le parcours, et pour puis, le et parcours, puis, bien sûr. pour le sens qu'il a su donner à son industrie. Voilà. Ouais, c'est toujours très compliqué les mentors. Balance un nom, balance un nom. Balance là. un nom. J'en ai un autre après sous le coude, et français en plus, là, qui me revient. Non, je pense qu'il y a des sources d'inspiration. Et vivant. Je pense qu'il y a des Et sources vivant. d'inspiration dans le sens où, effectivement, il y a des entreprises, par exemple, Oui. qui m'inspirent aujourd'hui. Officine Bully, par exemple, c'est vraiment quelque chose d'inspirant parce que ça dégage quelque chose. Officine, Bully. d'accord. Je ne les connais pas, je connais pas tout le Ouais. monde. Faut checker. C'est une très belle... Ramanet fait des très très belles choses. C'est un designer et il a repris cette entreprise qui fait de la cosmétique, par exemple. Oui. Et il en a fait un gros succès, notamment en Asie. Et chapeau, parce qu'il fait des belles choses, c'est des beaux produits, D'accord. en tout cas c'est très inspirant en termes de voilà d'univers, on va dire.
Donc ça c'est inspirant. Moi l'inspiration elle me vient aussi chez certains grands chefs. Alors c'est un peu des tartes à la crème, mais effectivement il y a certains grands chefs. T'as un nom à balancer en termes de grands chefs aujourd'hui, vraiment qui m'inspire. Bon alors on a le retour un peu aux sources avec Guillaume Gomez, le chef de l'Élysée, qui fait des pâtés en croûte, qui est le champion notamment des pâtés en croûte. Effectivement. Ça se marie bien avec un produit Martin Pourret. Les cornichons par exemple, qui sont excellents, avec un petit pâté en croûte à recommander. Chapeau, Alain Ducasse, on a beau dire ce qu'on veut, il est peut-être plus beaucoup en cuisine, mais bon, il a quand même fait construire quelque chose de formidable. Puis moi j'ai une vraie passion pour Pierre Gagnère et Guy Savoy. D'accord. Parce que c'est des gens. Guy Savoy, c'est vraiment quelqu'un qui fait des choses très belles, qui autour de l'univers de l'art aussi, qui est très inspiré par ça et qui pour moi à chaque fois que j'y vais, c'est hyper. C'est une expérience de fou quoi. D'accord. Et c'est vrai que. Alors j'ai pas votre expérience, moi je pense à des gars qui ont des prénoms qui m'inspirent, tu vois. Thierry Marx, alors c'est. Ouais, très bien. Il est ce qu'il est, le gars, voilà, qui démarre et tout, il vient de nulle part. Rue Ménilmontant, Clarté que je connais. Ouais. Bien, merci. Merci à toi. J'espère que vous allez inspirer un maximum de gens qui veulent passer du côté obscur, de gens qui sont du côté obscur et qui parfois veulent revenir dans la lumière. Merci pour ce moment, pour vous être livré. Vous voulez rajouter quelques éléments que j'aurais omis ou par inadvertance? Qu'est-ce qui est un dernier message chacun et puis après on va leur dire au revoir. On n'a pas le droit de faire de publicité. Ah si, bien sûr, mais vas-y, à mort. Alors, si vous voulez découvrir des très beaux produits, n'hésitez pas à découvrir ces produits qui ont beaucoup de sens. Les graines de moutarde, contrairement à n'importe qui dans le monde, elles sont faites en France, cultivées en France, avec un agriculteur qu'on voit régulièrement et qui habite à 150 km de chez nous. Donc non seulement on fait des produits qui sont excellents, mais en plus qui sont d'origine française et que on fait, et ça fait partie des valeurs qu'on a, on fait très bien vivre les gens qu'on a autour de nous et pour ça l'entrepreneuriat c'est une très belle chose. Voilà. Merci à toi, tu nous as appris des choses sur les graines de moutarde l'autre fois. Pour ceux qui veulent, vous irez chercher. Moi j'ai appris des trucs énormes sur la graine de moutarde. Et je ne pensais pas ces choses-là, donc je suis allé acheter mon petit pot de moutarde. Et comme tu l'as très justement dit, je ne sais pas si on coupera ou pas, mais même à 1 € de plus, franchement ça m'a fait plaisir. Et il y a une grande surface que je ne nommerai pas, mais je suis limite à débarquer dans le bureau et dire c'est quoi ce bordel? Pourquoi j'ai pas mon pot de moutarde Martin Pourret? Franchement. Et je peux parce que je suis client, donc je fais ce que je veux, et si je veux, on met le feu, si on veut, tu vois. Et vous êtes obligé d'être plus politiquement correct. Exactement, n'est-ce pas? Mais ouais, franchement, voilà, ça me fait mal de ne pas avoir vu dans un supermarché local votre marque. Et voilà, tu me donneras le faire. Bien sûr, il n'y a pas de problème. C'est Michel. Enfin, on va pas le nommer, mais tu vois, c'est lui. David, tu veux rajouter quelque chose? Moi, je pense que juste un point, parce que au contraire, je pense que plus que du côté obscur, je pense que c'est justement très lumineux. Je pense que c'est une belle expérience. C'est compliqué, c'est beaucoup d'énergie, c'est beaucoup de choses, mais c'est beaucoup de satisfaction aussi. Et l'obscurité s'éloigne très vite au profit au moins d'un clair-obscur, si ce n'est d'un grand rayon de soleil. On croit que c'est l'obscurité, mais il faut y aller pour se rendre compte que c'est pas le cas. Non, voilà. Merci à tous les deux. Merci. Et merci ça m'a fait plaisir. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Bon les gars, merci. Eh bien, super.